La Marie-Joseph, port d'attache Douarnenez, appartient à la classe des navires de pêche hauturière. Après 4 jours passés au port, l'heure est venue de reprendre la mer. Les vivres ont été embarqués dans la matinée, le plein de gasoil effectué et 20 tonnes de glace stockées dans les cales où fonctionne un système de réfrigération perfectionné. Yves Roux, un solide marin de 45 ans, est le patron, propriétaire et armateur de la Marie-Joseph. Comme l'ensemble de ses confrères, il est entré très jeune dans la profession, associant l'apprentissage en mer à la formation sur les bancs de l'école de pêche. Yves Roux enregistre sur le livre de bord, ou logbook, un document officiel soumis au contrôle des autorités maritimes européennes, les informations relatives à l'embarquement. Y figurent notamment les caractéristiques du matériel, dont le maillage des chaluts. Le livre de bord d'un navire retrace son quotidien. Il révèle son historique lié aux différentes fortunes de mer, ces hasards heureux ou malheureux qui jalonnent la vie d'un marin. La route est longue qui mène des côtes bretonnes au sud-est de l'Irlande. Le trajet entre Douarnenez et Bishop dure en effet entre 12 et 14 heures, une rude période d'attente pour les hommes, confinés pour 2 semaines dans un espace restreint et dans un environnement naturel difficile et dangereux. La sonnerie retentit au cours de la première nuit de mer. Les hommes quittent immédiatement leur couchette et s'équipent. La Marie-Joseph est arrivée sur les lieux de pêche et il est l'heure du premier trait de chalut. L'équipage se compose du second, Bruno, d'Hervé, le bosco ou maître de manœuvre, de Denis, chef mécanicien, de Joseph, le matelot, et de Julien, le mousse. La marée, qui devrait durer 14 jours, va conduire le bateau sur la zone de Bishop, à l'ouest des îles Scilly. Les zones de pêche en Atlantique, en Manche ou en mer d'Irlande portent ainsi des noms originaux. Bishop, évêque, Lafleur, Bancarré, Ermitage, Grenouille, Hauteur du Milieu, Penarvir, Circuit Abricot. Les appellations généralement empiriquement attribuées par les premières générations de marins exploitant les lieux. La Marie-Joseph est un chalutier acier de 23,50 mètres à pont couvert, construit au chantier Piriou de Concarneau. Équipé d'un moteur Poyo de 650 chevaux, le bateau possède un équipement électronique dernier cri. Il convient d'ailleurs de noter que les marins se sont très tôt intéressés aux technologies les plus modernes en la matière. C'est aux affaires maritimes, en effet, qu'il revient de classer les bateaux suivant leurs caractéristiques. On distingue ainsi la petite pêche, la pêche côtière et la pêche hauturière, cette dernière concernant des bateaux de plus de 20 mètres, embarquant des équipages de 5 hommes. Les marées, qui pour la plupart durent de 12 à 15 jours, s'effectuent dans l'ouest des côtes bretonnes ou dans celui des côtes anglaises et irlandaises. L'instabilité quasi permanente sur un bateau rend souvent le travail difficile par gros temps. Le bateau roule alors bord sur bord et il faut, malgré l'arrière couvert, avoir un sérieux sens de l'équilibre pour assumer sans discontinuer les heures de travail sur le pont. La vie quotidienne à bord d'un hauturier exige des qualités humaines, personnelles et professionnelles insoupçonnables pour qui n'a jamais pris la mer. L'équipage est nécessairement une famille aux membres unis par l'appartenance à un même clan, celui des hommes de la mer. Il faut avoir les nerfs solides pour vivre ainsi des années entières sur le pont ou dans la cale d'un navire au gré des éléments. Le rôle du patron est alors fondamental, car de lui dépendent la sécurité, l'équilibre et la réussite de l'équipe. Un bon patron, bon équipage, affirme d'ailleurs sentencieusement l'adage qui convient si bien à la Marie-Joseph.
Le trait achevé, c'est le patron qui assure la remontée. La pêche, ou pocher, est libérée sur le pont par une simple traction sur le nœud de cul du chalut, une technique de matelotage solide et simple à la fois. Si le chalut n'a subi aucun dommage, il est immédiatement remis à l'eau. En cas d'incident, d'avarie, de déchirure, dont les réparations l'immobiliseraient trop longtemps, il est remonté sur le pont et remplacé par le deuxième chalut du bord. La manœuvre est technique et précise, car de sa bonne exécution va dépendre le résultat de la pêche. Le bateau se trouve alors sur des fonds de 80 à 130 mètres, de compositions diverses, et la crainte des marins demeure la mauvaise croche, la déchirure, sinon la perte du matériel. À partir de pupitres de commande, Denis, le mécanicien, assure la mise à l'eau et en contrôle la manœuvre à l'aide des 2 treuils de l'entrepont équipés de 1200 mètres de câbles d'acier de 24 mm. Les captures sont immédiatement triées et mises en panier par espèces, avant d'être placées sur un rail à rouleau de 8 mètres de long installé à hauteur d'homme. Ce rail de convoyage d'une capacité de 16 paniers sert à l'étripage, au lavage et à la préparation du poisson précédant la mise en cale. Afin d'optimiser la chaîne du froid, c'est-à-dire de réduire le délai entre la capture et le conditionnement, le poisson vidé et lavé est aussitôt stocké en cale dans la glace, par espèce et par taille. Le professionnalisme des marins, le contrôle rigoureux de la température, le glaçage immédiat, permettent d'assurer aux acheteurs un produit de qualité. Le chalut de 45 mètres de long et d'une ouverture de 36 mètres est enroulé sur des enrouleurs, fixés à un portique. Les chaluts, dont les formes et les maillages sont soumis à différentes réglementations, font l'objet de calculs précis sur ordinateur. Chaque patron, cependant, a son chalut, celui qu'il a sélectionné au fil des années. C'est une vaste poche conique de mailles tressées à fond ouvrant, tractée par des chaînes et des câbles métalliques appelés funes. L'ouverture du chalut, sa gueule dans le langage maritime, est assurée par de lourds panneaux de bois ou d'acier,
qui en assure l'équilibre et la stabilité. Des bourrelets lestés permettent le travail sur le fond. L'ouverture supérieure, ou corde de dos, longue de 25 mètres, est munie de flotteurs. La partie arrière du chalut est appelée cul et les parties latérales avant, ailes. Comme tous les chalutiers modernes, la Marie-Joseph est équipée d'un matériel de navigation et de sécurité particulièrement sophistiqué. L'électronique de passerelle, ainsi nomme-t-on cet équipement dans la profession, comprend notamment 2 radars, un sondeur indiquant la profondeur, l'état des fonds, la présence de poissons, un détecteur de câbles sous-marins, un ordinateur de bord, un fax, un téléphone satellitaire, une BLU, 2 VHF. La VHF, de l'anglais Very High Frequency, est une radio émettrice et réceptrice d'ondes métriques très courtes. La portée moyenne d'une VHF est de 80 km et permet aux navires sur zone de maintenir un contact permanent. La BLU, bande latérale unique, quant à elle, est un système de modulation à fréquence décamétrique permettant les liaisons à très longue distance. Ces 2 appareils, ainsi qu'une balise de détresse à déclenchement automatique, sont obligatoires à bord des chalutiers. Il arrive parfois que, les conditions météorologiques devenant trop difficiles, les bateaux doivent mettre à la cape, selon un vieux terme de marine, consistant à réduire la toile des voiliers en cas de mauvais temps. Dans les navires naviguant à vitesse nez dans la lame, les hommes, sans cesse bousculés, attendent l'accalmie et le moment de remettre en pêche. Un trait de chalut dure généralement 4 heures de nuit et 3 heures de jour. Les espèces capturées sont diverses et varient en fonction de la saison. Morue, lotte, merlan, Saint-Pierre et raie constituant la plus grande part des prises. Si les mois de décembre et janvier sont favorables à la raie, la morue se pêche principalement en février et mars et le Saint-Pierre au mois de mai. La Marie-Joseph ramène en moyenne 15 à 20 tonnes de poissons par marée. La pêche peut atteindre 40 tonnes à l'époque de la morue, avec des pochets allant jusqu'à 350 kg. Les modèles à chalutage arrière actuels ont remplacé les bateaux d'autrefois à chalutage sur côté. Un marin de quart, dit au chien, devait, il y a 30 ans encore, de jour comme de nuit, quel que soit le temps, se tenir sur le pont. La main sur les câbles, il en surveillait la tension et alertait l'homme de bar en cas de problème. De nombreux accidents ont endeuillé la grande famille des marins qui, depuis toujours, payent un lourd tribut à la mer. Si la mise en œuvre du matériel de pêche et la préparation du poisson représentent une part importante du travail,
d'autres activités non moins importantes occupent largement les journées. Le ramondage du chalut, par exemple, ou de l'une de ses pièces, est une tâche quotidienne inévitable. Les croches sur le fond provoquent en effet des déchirures plus ou moins importantes qu'il faut réparer dans les délais les plus brefs. De la même façon, les câbles d'acier, malgré leur grande résistance, subissent de nombreuses tractions et torsions obligeant à des remises en état immédiates. Sans parler du graissage des pièces maîtresses, du fonctionnement du moteur, de l'entretien et de la maintenance générale assurée par le mécanicien. La chambre des machines est d'ailleurs, avec la passerelle, un centre vital pour le bateau. Une panne mécanique immobilisant un navire en pleine mer signifie en effet un remorquage immédiat vers le port anglais le plus proche, avec toutes les conséquences humaines et économiques que cela suppose. Des secteurs de 3 minutes chacun, rouge et bleu, portés sur les horloges des bateaux, symbolisent d'ailleurs les périodes obligatoires de veille VHF, donc de silence absolu sur les ondes, ou de BMS, un bulletin météo de sécurité, émis à ces moments précis. L'état de veille à la barre est permanent. Et à la surveillance électronique des nombreux instruments de bord s'ajoute l'attention soutenue du patron ou de l'homme de quart. La Marie-Joseph croise en effet d'autres bateaux de pêche, mais également de gros navires de commerce, dont des porte-containers, hauts comme plusieurs étages d'immeubles. En cas d'avarie de barre ou de machine, bien que mettant en panne, ces grosses unités, propulsées sur leur air par la vitesse acquise, parcourent plusieurs milles avant de s'immobiliser enfin. Sur le chemin du retour, la Marie-Joseph croise la route d'un bateau immatriculé à Penzance, port de pêche de la Cornouaille anglaise. Penzance est d'ailleurs, comme Newlyn ou Milford Haven, un des abris où relâchent les bateaux bretons en cas de tempête. La marée s'achève sur un dernier trait de chalut riche en langoustines, une aubaine qui profite aussitôt à l'équipage. Yvon Roux met le cap sur Douarnenez, où la Marie-Joseph arrive en cours de nuit. La pêche est rapidement débarquée et mise en vente sous criée. Elle est alors acquise par des acheteurs professionnels, les tarifs généraux demeurant soumis à la loi de l'offre et de la demande. Demain, les ménagères ou les professionnels de la restauration profiteront de cet apport bienvenu. Alors là, je vais vous préparer de la lotte au vin rouge, lotte au vin chinon, avec des petits légumes en pot-au-feu. Bon voilà, donc vous prenez une lotte, ça c'est une lotte de un peu plus d'1 kilo. Alors il faut au préalable enlever la peau, et je vais faire
des escalopes, il faut compter 4 à 5 escalopes par personne. Quelques tours de poivre du moulin. Donc la lotte, je vais la cuire. Je mets la poêle sur le feu avec de l'huile d'olive. La poêle, vous laisserez bien chauffer pour que ce soit bien saisi. Et la cuisson est très rapide. Alors je prends des carottes, des poireaux, des pois gourmands que je trempe dans l'eau bouillante et salée. Un peu plus tard, j'ajoute le brocoli parce que c'est un légume qui cuit très rapidement. Hein. Pendant ce temps, vous aurez mis des pommes de terre à cuire à l'eau, avec de l'eau et du sel. Je vais ajouter des navets. Là, pour l'occurrence, j'ai pris de petits navets que je vais mettre à cuire avec du beurre, du sel. Alors, faites attention de ne pas vous brûler. J'ai fait une petite couleur blonde. C'est cuit. Il ne faut pas trop faire cuire la lotte hein, parce que elle sera dure et sèche. Donc là, avec l'humidité que ça va dégager, ça va un peu ramollir les chairs. Le brocoli maintenant est cuit, ainsi que les pois gourmands. Une fois qu'ils ont cuit à l'anglaise, on les rafraîchit dans de l'eau très fraîche ou de l'eau avec des glaçons. Ceci a pour but de stopper la cuisson d'une part et de fixer la couleur du légume. D'ailleurs, on peut se rendre compte qu'il devient quasiment plus vert qu'à l'origine. Vous prenez des échalotes que vous pelez. Alors vous émincez vos échalotes. Faites suer, ce qu'on appelle suer, c'est-à-dire cuire tout doucement, sans donner de coloration. Le beurre va fondre. Mouiller ce qu'on appelle mouiller, donc très largement, hein, parce que ça, vous allez le laisser réduire. Alors je pense que derrière ma sauce, mon fond de sauce là a suffisamment réduit. Alors mon vin rouge a suffisamment réduit avec l'échalote. Là je vais y adjoindre un peu de fumée de poisson. Là ma sauce, une fois qu'elle a repris l'ébullition, après être passée au chinois, je vais ce qu'on appelle la montée au beurre, hein, incorporer des morceaux de beurre dedans, poivrer assez généreusement. Bon, mais voilà la recette presque terminée. Je mets du beurre avec un petit peu d'eau, haute en premier parce que il faut les réchauffer également. 3-4 tours. Le poivre du moulin. Non, je vais baisser un peu, ça va bien s'enrober de beurre. Pommes de terre, genre de type Charlotte, sont idéales pour ce genre de plat. Voilà, des petits morceaux du haut du poireau, vous pouvez les mettre également. Vous nappez avec votre sauce. Parsemé d'un petit peu de ciboulette hachée. Lotte au vin rouge et avec petits légumes en pot-au-feu. À vous déguster.